Hey les potes, ça fait un moment, ma session vient de se finir, on est le 17, j'ai passé mon tout dernier examen. Et donc on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis à la fin Le temps d'une bière. Vous vous en souvenez, hein, ce qui accompagnait tous vos petites journées pendant ce mois de décembre. Et j'ai un peu changé de cadre, je suis allé dans un autre coin de ma chambre, vous pouvez voir ce magnifique tableau qui était un cadeau d'anniversaire. Et la personne qui me l'a fait se reconnaîtra puisqu'elle regardera évidemment cette vidéo, puisque tout le monde regarde toutes mes vidéos. Et il est vraiment trop cool, vraiment je le kiffe de fou. Donc merci à toi. Et donc on se retrouve pour les 10 meilleurs et les 10 moins bons films. Je vais faire deux vidéos, je vais faire une pour les meilleurs et une pour les moins bonnes. Histoire de pas de nous faire chier avec une vidéo de 50 minutes. Je vais faire un petit montage aussi, je vais essayer de cut pour que ce soit moins chiant pour vous. De toute façon j'ai le temps, j'ai que ça à foutre. Donc on va essayer de faire des vidéos un peu plus proprettes. Je vais pas y passer 3 heures non plus parce que ça me saoule, hein. Je tiens à signaler que c'est évidemment mon avis, que j'ai pas vu tous les films qui sont sortis et que surtout, un point très important, que je ne note les films que j'ai, que je note uniquement les films que j'ai vus au cinéma, parce que on peut encore débattre pendant des heures, mais je juge qu'on n'a jamais la même expérience chez soi et au cinéma, et que donc je pars du principe que je peux juger des films uniquement si je les ai vus toutes dans les mêmes circonstances. Donc j'ai vu très exactement 50 films au cinéma. Le dernier que j'ai vu c'est Mary Poppins, et le premier que j'ai vu c'est Darkest Hour au tout début de l'année. Donc voilà, de Darkest Hour à Mary Poppins, il y a eu 50 films, les 10 meilleurs, les 10 moins bons. On fait ça maintenant. En numéro 10, je vais devoir cacher ce magnifique tableau avec l'affiche de A Star is Born. A Star is Born, film de Bradley Cooper avec Bradley Cooper et Lady Gaga, qui est le remake d'un remake, exactement le remake d'un remake, sur la naissance d'une star. Et ce film m'a vraiment plu, parce que c'était vraiment cool de voir Lady Gaga dans un vrai rôle. Je trouve qu'elle joue excessivement bien, et on refera une vidéo pronostic dans les prochains jours quand la liste des Oscars sera définitive, parce qu'on a eu qu'une shortlist pour certaines catégories. Et donc pour moi, je le dis maintenant en exclusivité, pour moi Lady Gaga, à moins que avec les films que j'ai vus et ce que j'entends, après il n'y a pas encore beaucoup de pronos, mais moi je dis Lady Gaga, meilleure actrice. Je sais pas si elle sera second, non elle sera pas second rôle, elle sera forcément meilleure actrice. Donc nominée, elle peut pas être nommée dans un second rôle, elle sera peut-être pas nommée, hein, mais je pense qu'elle sera nommée pour meilleure actrice dans un rôle principal. Elle le mérite parce que vraiment elle joue très bien. Et Lady Gaga, en fait, je connais beaucoup de ses chansons, mais j'avais jamais vu sa tête, et en vrai elle est pas très belle, Lady Gaga. Et elle est pas dégueulasse, mais c'est pas Emma Stone, c'est pas Emma Watson, c'est pas je sais pas moi qui vous voulez, mais bref, elle a pas le faciès. C'est pas une gigabombe. Je vais me faire défoncer par les gens qui aiment Lady Gaga. Je dis pas qu'elle est moche, je dis juste que elle est plus éloignée des standards que certaines autres stars, et quand vous regardez, c'est toujours des gens beaux qui gagnent. Et peut-être pour ça, elle n'est pas dégueu encore. Je tourne en rond, vous avez compris. Du coup, moi j'aimerais vraiment, je trouve qu'elle joue vraiment très bien, qu'elle chante évidemment très bien. Ça, personne n'a été surpris d'apprendre que Lady Gaga chantait très bien. Donc A Star is Born, vraiment un bon film. Je vous conseille d'aller le voir. Je sais pas si vous vous dépêchez, peut-être que vous pouvez encore le voir. Sinon, il devrait arriver en téléchargement. Ou alors en DVD. Hein. Bref, du coup, 10e place, A Star is Born. Alors, à la 9e place, je vais devoir me décaler parce qu'on va devoir mettre deux affiches. Pouf, comme ça. Spider-Man New Generation, ou Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois, la version originale, et Les Indestructibles 2. Je les ai mis ensemble parce que pour moi, ça marque deux choses différentes, mais je suis incapable de ne pas le mettre, ces deux films, et je suis incapable d'en placer un au-dessus de l'autre, et il n'y en a aucun au-dessus que je peux déplacer. Du coup, c'est un top 11, mais
c'est deux films d'animation qui symbolisent pas la même chose. Déjà, Les Indestructibles, c'est un film qu'on attend depuis 10 ans. Ça fait 10 ans où on se dit Les Indestructibles, surtout qu'à la fin du 1, il y a un gros cliffhanger, on se fait... Ah, ils vont sortir le suivant l'année prochaine comme d'habitude, mais pas du tout. On nous a bien fait poireauter pendant 10 ans. C'est un super film, vraiment, les animations sont incroyables. Et puis il y a Jack Jack. Jack Jack, c'est le boss, c'est le meilleur Jack Jack. Le film est super bien construit, il est bien amené, il a une bonne deuxième lecture. Je le trouve vachement progressiste dans l'idée de la manière dont on construit la famille. Je trouve que franchement c'est un très bon film comme d'hab, parce que le premier Indestructible était vraiment cool. Du coup j'avais peur d'être déçu, de me dire que j'ai attendu 10 ans pour rien, pour un film qui est moyen, mais pas du tout. Et du coup voilà, super film, j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai surtout vachement aimé l'énergie qu'il y avait dans la salle, parce que c'est peut-être la seule fois de l'année où j'ai remarqué, où j'ai compris un peu toutes les personnes qui étaient dans la salle. Je suis allé le voir très vite, genre le premier ou deuxième jour, et j'étais vachement content de voir qu'il y avait des parents qui allaient avec leurs enfants, qui avaient des enfants, donc qui avaient peut-être vu le 1 ou pas, j'en sais rien, mais que donc il y avait déjà des parents et des enfants. Puis il y avait beaucoup de gens de mon âge, ou un peu plus jeunes, ou un peu plus vieux, qui y allaient parce que le premier c'était vraiment leur bébé, c'était indestructible, c'était trop cool, et c'était il y a plus de 10 ans, et du coup on avait envie de voir la suite. Et vraiment tout le monde était subjugué par le film, et tout le monde kiffait vraiment, passer un cool moment devant un film qu'on attend depuis très longtemps. Donc ouais, c'est vachement cool. Et Spider-Man New Generation, alors franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais juste à aller voir un Spider-Man en film d'animation un peu tout pété, où ils en avaient marre de mettre de l'argent pour faire exploser des avions, et que le faire en animation ça coûte peut-être moins cher. Mais non, vraiment, ce film est fou. Il est vraiment fou. La DA est folle, les personnages, la manière dont ils sont mis ensemble est folle, l'animation est folle, l'espèce de fait de regarder un comics animé, c'est super bien fait. Au début, il y a quelques animations qui sont un peu saccadées, vous voyez, comme dans un comics, vous avez plusieurs vignettes sur une même action, et ben ils ont tenté de le retranscrire, et je me suis dit, mais ça lag, il y a une sorte de non-fluidité dans l'image. Je me suis dit, mais c'est pas très agréable, je vais avoir la gerbe. Et au final, non, c'est super bien fait, l'histoire est vraiment bien. Il y a des tonnes de références. Après, je suis pas un énorme fan de Spider-Man. Moi, Spider-Man, c'était bien quand j'étais petit. J'ai vu Spider-Man 2, Spider-Man 3, c'est des films dont je me souviens. Je crois que j'ai vu Spider-Man New Generation quand c'était Andrew Garfield. Bon, après, je kiffais Andrew Garfield, du coup, il pouvait faire n'importe quoi, c'était bien. Mais je m'étais vachement détaché de la licence, et j'avais pas trouvé ça... et j'avais pas... ça me subjuguait pas. Et là, je me suis dit, un Spider-Man en film d'animation, parce que celui-là a été annoncé dans la scène post-crédit de Venom, puisque vous savez que dans les films d'ici, il y a toujours 2 scènes post-crédit. Et donc ça, c'était la deuxième. Et je me suis dit, ça peut être cool. Je vais aller voir. Je m'attendais à rien. Et puis, je suis allé voir le film, et j'ai vu que les critiques étaient incroyables. Enfin, après, parce que je regarde rarement les critiques avant. Et franchement, j'étais vraiment sur le cul. Tout est super bien fait. La manière dont ils ont mixé les différents Spider-Man qui venaient de différents moments, et qui gardaient leur identité propre, mais qui en même temps s'inséraient bien dans un projet commun, c'était vraiment fou. Et c'était un excellent film. Je vous le conseille. Si vous pouvez encore le voir, je pense qu'il est encore au ciné. Allez le voir, peu importe ce que vous pensez de Spider-Man, ce film vous fera changer d'avis. Et si vous ne fait pas changer d'avis, je sais pas, allez regarder, on verra dans les flops. Numéro 7, du coup. Donc Bohemian Rhapsody, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, et qu'une personne que j'aime beaucoup n'a pas du tout aimé. Enfin, une personne que j'aime beaucoup, un critique que j'aime beaucoup, n'a pas beaucoup aimé, et a expliqué les raisons pour lesquelles il ne l'aimait pas, mais j'étais plutôt d'accord avec lui. Mais je voulais quand même pas changer mon top, parce que ça reste mon top, et que à ce moment-là, c'est un film que j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé Rami Malek, qui est le boss. Vraiment, Rami Malek, c'est le boss. Depuis Mr. Robot, Rami Malek, c'est the boss. Il joue trop bien, il est trop fort. Et là,
Et là, son interprétation est incroyable. Alors, il y a des gens qui disent, c'est pas parce que tu lui rajoutes des longues dents que soudainement ça devient un acteur incroyable. Mais vas-y pour faire un film comme ça, avec cette gueule, pour faire la prestation que tu fais. Ce que je ne savais pas, parce que j'aime beaucoup Queen, mais comme une personne qui écoute Queen, je connais pas toute leur vie. Je savais qu'il a le sida, quoi. Mais du coup, je connaissais pas toute sa vie, je connaissais pas tout ce qu'il avait fait, tout ce par quoi il était passé. Vraiment, je me cantonnais aux connaissances de Queen de base. Et donc, en fait, il s'est avéré que le film était dirigé par une des dernières personnes encore en vie de Queen, et qu'il a mis son veto sur tout un tas de choses, et qu'on est passé sur le côté vraiment un peu plus sombre de Freddie Mercury. Pour le coup, moi j'ai juste passé un bon moment où il y avait des bonnes chansons, je trouvais que les chansons étaient bien amenées. J'ai écouté du Queen pendant 10 jours après, j'étais trop chaud, je trouvais ça vraiment cool. Et c'est ce que j'attendais d'un film en fait. J'attendais d'un film qui me transporte vers l'univers de Queen. Et je me suis dit, mais moi j'aurais trop aimé être à Live Aid, ça aurait été vraiment incroyable. Même si voilà, la 3D, les animations sur le Live Aid laissent à désirer, mais honnêtement, moi je regarde ça et juste je suis transporté par le moment, je passe un bon moment. Et du coup, je le mets là parce que vraiment j'ai passé un bon moment, et c'est ce que je demandais à un film de Queen, c'était de me faire passer un bon moment. Je peux pas dire que j'ai appris quelque chose, puisque vraisemblablement tout ce qui est plus ou moins dit dans le film n'est pas vrai, ou est amené différemment de manière à ce que Freddie Mercury soit mis en lumière. Mais moi j'ai passé un bon moment, du coup 7ème, c'est sa place et ça ne bougera pas. Ensuite, Mauvaise Herbe. Mauvaise Herbe, le deuxième film de Kyron. Si vous n'avez pas vu le premier film de Kyron, Nous trop ou rien, vous mettez pause sur cette vidéo, vous faites espace, vous réduisez la fenêtre et vous téléchargez Nous trop ou rien. Vous l'achetez en DVD, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez voir Nous trop ou rien. Nous trop ou rien, c'est un putain de film. Il est sorti, il me semble, en 2015 ou 2016, sur l'histoire d'un couple qui vit en Iran et qui décide de se barrer. Et ce film est fou. Kyron, si vous ne voyez pas Kyron, c'est le mec qui fait baise là dans Bref. Et je me suis dit, ce type il fait des films, il va vraiment faire n'importe quoi. Mais c'est le boss, vraiment. C'est un excellent réal, c'est un excellent acteur. C'est super bien écrit. Ça parle de sujets qui sont un peu communs et qui, comme d'habitude, ramènent un peu les mêmes stéréotypes sur la banlieue, mais qui les amènent de manière différente, de manière peut-être plus humanisante. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le boss du storytelling et de comment est-ce qu'on fait pour raconter une bonne histoire à des gens, pour les captiver, alors que de prime abord, ils n'ont rien à foutre de nous. Du coup, c'est l'histoire d'un éducateur qui se ramène chez des élèves qui sont fait virer du bahut, et il tente de leur faire comprendre à quel point l'école c'est important, et à quel point ce qu'on fait, les actes qu'on pose sont importants. Et donc voilà, allez le voir, c'est un super film. Moi j'adore Kyron, je trouve que Nous trop ou rien est peut-être un peu mieux parce qu'il est moins... Le film est très bien, mais il est peut-être un peu facile, mais vraiment il est vraiment cool, sinon il serait pas dans mon top 10, parce que 50 films quand même, qu'il y avait de la place. Mais non, le film est super bien amené, la fin est vraiment cool, et donc foncez voir il sera sans doute plus au ciné, mais téléchargez-le, mais d'abord regardez Nous trop ou rien, et après vous regardez Mauvaise Herbe, parce que Nous trop ou rien, c'est vraiment, vraiment bien. Hostile est un film de fou. Hostile est un film dans le Far West, d'une histoire archi glauque, avec Christian Bale dans le premier rôle. Et il est fou. Il y a une sorte... J'ai trouvé qu'il y avait une vraie sorte de stoïcisme, un peu comme dans Gladiator avec Russell Crowe, film sorti en 2000 que vous avez tous vu évidemment. Et vraiment une sorte de stoïcisme moi je m'en fous de ce qui se passe, j'ai un but et j'accomplis mon but. Et le film est très 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 dur, je l'ai trouvé relativement dur, et j'ai plus de batterie dans la caméra. Et ça fait vachement chier de nouveau. Le film est très dur, faut pas y aller en pensant voir un western un peu sympa, c'est un film qui est difficile à regarder peut-être par moment. Mais l'histoire est vraiment fou, c'est très bien filmé, les couleurs sont très belles, les plans sont très beaux.
Donc vous foncez voir Hostile, et moi je mets ma batterie à recharger avant de ne plus avoir de batterie. Numéro 5, 10 Lily à Paris. 10 Lily à Paris est un putain de film, vraiment un putain de film. Fait par Gaspard Oslo, Didier Oslo, qui avait fait évidemment Kirikou, c'est le même pas de graphique, c'est le même type de dessin, et c'est incroyable. C'est le genre de film qu'on doit voir, le genre de film que l'industrie doit continuer à produire. C'est un film qui amène une lecture de fou. Il y a énormément de philosophes, d'écrivains, de photographes, d'architectes, de designers, des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Même moi, je veux dire, je suis sûr que les gens qui ont vu ce film ont découvert des gens qu'ils connaissaient pas. Il y a Pasteur, il y a plein de gens qui faisaient le tout Paris à cette époque et qui expliquaient leur métier. L'histoire est vraiment bien construite, l'animation est incroyable. C'est une patte graphique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de reconnaître que c'est super bien fait. 10 Lily à Paris est vraiment un film monstrueux. Je pense que c'est peut-être un des films c'est peut-être le film d'animation le plus sous-coté de cette année, parce que j'ai entendu très peu de gens en parler. Mais 10 Lily à Paris m'a mis une énorme claque. Je suis allé le voir en avant-première pendant les Film Days en septembre. Et vraiment, en sortant, je me suis dit, mais ça, c'est le genre de film que je veux montrer à mes enfants. C'est le genre de film que tout le monde devrait voir, parce que c'est beaucoup trop intelligent, parce que c'est beaucoup trop bien fait, c'est bien amené. Ça va pousser les enfants à la culture. Quand je suis sorti, j'ai entendu des enfants dire « Papa, il faisait quoi, Pasteur ?» Et enfin, moi, j'aurais trop aimé voir ça quand j'étais petit. J'aurais découvert plein de gens. Je me serais rendu compte des avancées dans plein de domaines. Et vraiment, 10 Lily à Paris est un film que vous devez voir, que vous devez montrer à vos petits cousins et petites cousines en réunion de famille. Leur montrer que c'est aussi ça, la culture, c'est aussi ça, découvrir des choses, c'est aussi ça, apprendre. C'est que c'est pas toujours chiant et qu'il y a des gens dans le passé qui ont fait des trucs incroyables. Et que ce film est encore une énorme claque. En numéro 4, BlacKkKlansman. BlacKkKlansman est un film fou. C'est vraiment un film qui est pas parfait. Spike Lee a pas fait un travail parfait. Le film a des défauts dans la manière peut-être d'approcher certains moments, ou alors de faire des ellipses un peu bizarres. Enfin, c'est mon avis, mais le film est fou. Le film vous explique à quel point... Enfin, le fait que ce soit une histoire vraie, déjà, est complètement démentiel. Il y a un mec, il s'est dit, je suis noir, je vais intégrer le Ku Klux Klan. Bon, avec une autre personne, avec une tierce personne qui se fait passer pour lui, mais le type est vraiment... C'est un dieu, quoi. Vraiment, il est giga fort. Et le film nous amène vraiment au moment... où David Duke crée le Ku Klux Klan et où on est en pleine évolution pour les droits civiques. C'est vachement bien retranscrit. L'époque est super bien retranscrite par les coiffures, par les costumes, par les décors, par la manière de s'exprimer aussi. Enfin, c'est vraiment un film qui, moi, m'a vraiment marqué. J'aurais aimé, je l'ai dit dans une précédente vidéo, que j'aurais aimé que le film sorte l'année dernière, au moment où vraiment les polémiques sur les Noirs étaient omniprésentes, et je pense que le film sera vachement récompensé cette année, mais il l'aurait sans doute été encore plus l'année passée. Mais vraiment, c'est un excellent film. J'ai passé un super moment. J'ai passé un moment où je me suis dit que, en tant que cis hétéro blanc, que j'avais vraiment énormément de chance, que j'étais pas en mesure de comprendre ce que c'était que de se sentir opprimé et oppressé, mais le film me le fait comprendre d'une manière vachement intelligente. On se sent pas dans une espèce de faux documentaire impliqué où on fait passer les Noirs pour les grands perdants. Il y a des gens qui sont allés trop loin de chaque côté. J'ai l'impression d'être Donald Trump et de dire il y avait des bons et des méchants de chaque côté, mais bref, il y avait des Noirs qui sont allés trop loin et qui ont pris les armes et qui ont fait des choses qui sont pas spécialement
recommandable. Mais bref, on va pas... Toujours un peu un terrain glissant de parler de ça. Mais bref, c'est vraiment un super film. J'ai vraiment aimé. Je pense qu'on devrait faire plus de films comme ça. En fait, ça m'a un peu fait penser à Hacksaw Ridge, le film avec Andrew Garfield. Où en fait, on met au centre d'un film une histoire vraiment invraisemblable d'un mec. Par exemple, le mec d'Hacksaw Ridge qui est resté sur le champ de bataille et qui a descendu des dizaines de soldats blessés, même des soldats ennemis. Et ce type qui a intégré le Ku Klux Klan, c'est vraiment des histoires qui sont fortes et qui ramènent ce message de se dire que on peut vraiment faire des trucs incroyables dans notre vie et qu'on peut faire évoluer à nous seuls les choses, et c'est vachement important. C'est vachement intéressant de glorifier par le bien les gens. Et il y a, c'est peut-être pas par le bien, mais il y a La Mule, un film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood qui sort très bientôt, que j'irai évidemment voir parce que Clint Eastwood fait un mauvais film sur deux et que 15h17, Tout Paris était vraiment pas un film fou. Je l'ai même pas vu en fait, mais apparemment c'était pas un film fou. Donc voilà, j'irai le voir, et c'est encore une fois un biopic sur la vie d'un mec relativement extraordinaire. Et j'ai vu que Clint Eastwood avait 88 ans. 88 ans, le type, c'est un dinosaure, c'est incroyable. Il est encore réel et acteur principal de ses films. Je sais pas. Je sais pas comment il fait. Moi, j'ai un oncle, il a 88 ans. Vous le verrez pas dans un film, quoi. Du coup, voilà, Black Klansman, 4ème, incroyable. On rentre dans le top 3. Et le top 3 va peut-être être un peu contrasté. Mais bon, moi, c'est mes 3 films préférés. Je suis en train de mettre la main sur le micro, vraiment excellent, Pierre, t'es vraiment un petit génie. Mon top 3 va commencer par The House That Jack Built de Lars von Trier. C'est un film qui a fait énormément de polémiques, comme tous les films de Lars von Trier, j'ai envie de dire. Et je peux pas expliquer pourquoi j'ai surkiffé ce film. Enfin, si, je peux l'expliquer, mais ce film ramène tellement de pulsions et de choses horribles qu'on se dit qu'on peut pas aimer ce film. Il m'a un peu fait penser à C'est arrivé près de chez vous sous certains aspects. Et j'avais jamais vu un film où les gens quittaient la salle en masse. Vraiment, en plus c'était une avant-première. Donc je me suis dit que les gens qui vont à une avant-première savent plus ou moins ce qu'ils vont voir. Quand tu sais que tu vas voir un film de Lars von Trier sur un tueur en série, tu te dis que ça va pas bien se passer. Quand il a fait Nymphomaniac, c'était un film qui était relativement cru quand même. Et j'ai vraiment vu des gens quitter la salle, mais toutes les 10 minutes, il y avait entre 3 et 5 personnes qui partaient. À la fin, la salle était presque vide. Enfin, pas presque vide, elle était pleine quand je suis rentré, et elle était à un tiers remplie à la fin du film. Du coup, il y a vraiment, oui, bien une bonne moitié, 2 bons tiers de la salle qui sont partis, et j'avais jamais vu ça. Et je peux comprendre si on n'est pas du tout au courant de ce que fait Lars von Trier, mais je me dis, quand on voit une avant-première, on sait quand même. Non, je sais pas. Peut-être que je me fourvoie là-dessus, mais je pense quand même qu'on sait ce que fait Lars von Trier. Du coup, voilà, le film est d'une cruauté sans nom. Le film est extrêmement dur, mais extrêmement cartoon sous certains points. On se dit, c'est tellement gros que ça peut pas être vrai, et c'est forcément un peu ridicule. Et une fois qu'on dépasse ça, on se sent mal, mais d'un côté, on se dit, c'est tellement improbable que je peux en rire. On se sent un peu coupable de rire, mais on se dit, je peux en rire parce que franchement, c'est trop gros. Et c'est cette manière qu'a Lars von Trier de filmer le cru, de filmer le dur et de le rendre un peu con, et d'avoir plein de situations où on se sent super mal à l'aise. Moi, c'est un truc que je déteste et en même temps que j'adore. Le cinéma, pour moi, la chose la plus importante au cinéma, c'est de ressentir des choses. Il y a des films très beaux qui ne m'ont rien fait ressentir. Et pendant ce film, je me suis senti super mal de rire de choses qui sont ignobles, de rire de meurtres, de rire de personnes tractées à l'arrière d'une voiture, de personnes découpées, c'est vraiment, sous certains aspects, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'il faut voir ce film, se jeter dedans et accepter tout ce qui se passe. Pas avoir une vision détachée, vivre le film à fond,
mais être ouvert d'esprit, je vais dire. Je pense que l'ouverture d'esprit est ce qui vous ferait aimer ce film. Si vous vous attachez trop à vos codes, si vous vous attachez trop à ce que vous voyez au cinéma, à ce que vous pouvez ressentir au cinéma, à la manière dont on traite les événements durs, les événements crus, je pense que vous avez passé complètement à côté de ce film, et je peux tout à fait comprendre. Je peux comprendre que quand on regarde un film, on s'attend à ce qu'il y ait des codes, à ce qu'il y ait des choses qui soient tolérables et des choses qui ne soient pas tolérables. Mais sinon, c'est un excellent film, et moi, c'est un des films qui m'a le plus plu cette année. Juste la fin. Je sais pas. Numéro 2, Darkest Hour. Darkest Hour par la prestation incroyable de Gary Oldman. C'est le tout premier film que j'ai vu au cinéma avec ma carte. Et c'est un film qui m'a laissé sur le cul par tout ce qu'il fait, tout ce qu'il amène, tout ce qu'il apporte. La prestation de Gary Oldman est vraiment incroyable, mais toutes les questions qui se posent juste avant que la guerre n'éclate réellement, la manière dont il tente de persuader le Parlement, les gimmicks du personnage, la manière dont il se comporte avec les gens, la manière dont il réfléchit, la manière dont il se comporte, même ses gestes, ses mimiques de sa tête, quoi. Je trouve pas le mot, j'ai peur de dire une connerie. Mais non, vraiment, Gary Oldman fait le film lui tout seul. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a reçu un Oscar l'année passée. Parce que personne d'autre ne pouvait y gagner. Parce que Gary Oldman est vraiment le boss. Enfin, dites-vous que le mec qui fait Churchill, c'est le mec qui fait Sirius Black. J'ai rien d'autre à dire, moi. Si t'arrives à faire Churchill et Sirius Black, t'es le boss, c'est tout. Et vraiment, il fait le film à lui tout seul. La fin est incroyable. Je crois que... Est-ce que j'ai fait une critique de Darkest Hour? Il me semble que oui. J'en sais rien. C'est possible. Enfin bref. Ouais, vraiment, il fait le film. Historiquement, c'est super bien fait. La scène dans le métro est peut-être une des scènes qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Parce que cette scène est vraiment révélateur de peut-être une sorte de crise qu'on a actuellement entre les politiciens et le peuple. Et cette scène nous montre par extension ce qui a changé, même si c'est pas arrivé, on s'en fout, mais la manière dont on percevait le politique avant et la manière dont on perçoit le politique maintenant. Enfin, si on remet la scène à ce moment-là et qu'on la joue maintenant, ça n'a aucun sens, personne n'y croit. Mais là, c'est Churchill, il est dans une rame de métro et ça fonctionne super bien. La scène est super bien faite, la scène est mémorable. Même si vous ne regardez pas le film, regardez juste cette scène, elle est vraiment, vraiment folle. Moi, elle m'a vraiment fait péter un plomb quand j'étais au cinéma. Et j'ai vraiment kiffé ça. Du coup, Darkest Hour, deuxième film, amplement mérité. Gary Oldman mérite cette deuxième place à lui tout seul. Et le tout premier film, le film que j'ai le plus aimé en cette année 2018, qui est sorti d'ailleurs fin 2017 aux US, mais début 2018 chez nous, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui est peut-être dans le top 10 des films que j'ai le plus aimé ever dans toute ma vie. Plus j'y pense et moins je peux expliquer pourquoi j'ai aimé ce film, mais j'ai tellement kiffé ce film, j'ai tellement kiffé l'approche, j'ai tellement kiffé la com, le fait que on puisse maintenant détruire quelqu'un juste avec des panneaux publicitaires, la vie de quelqu'un puisse être remis en cause à cause de 3 panneaux publicitaires qui ne sont vérifiés par personne, sur lesquels on peut dire ce qu'on veut, qu'on a juste à louer et on peut défoncer la vie de quelqu'un. Moi, c'est un truc, je kiffe de fou la manière dont la com a évolué, dont la com est faite maintenant. Mais il y a tellement plus que ça. Il y a la perte d'un proche, d'un enfant. Tout ça est vraiment, vraiment fou. Voir à quel point cette mère peut péter un câble et à quel point les gens qui n'ont perdu personne de proche ne peuvent pas comprendre, mais on tente de nous le faire comprendre et on tente de faire comprendre à quel point ça peut être destructeur, à quel point on peut plus rien en avoir à foutre de la vie à partir du moment où notre fils ou notre fille est mort ou morte et qu'on peut juste vouloir réparation. Ça va peut-être à l'encontre de certaines
de certaines valeurs que je porte sur le procès équitable, sur la manière dont on doit traiter les gens, la présomption d'innocence, la manière dont on traite la présomption d'innocence chez nous. Mais il y a tellement, ce film est tellement vaste et tellement cohérent, il ramène tellement de sujets, et puis la manière dont joue la mère est vraiment incroyable. C'est ce détachement total, cette espèce de vengeance contre tout le monde, où on se sent archi seul, on se sent pas écouté. Et d'un côté, tout ce qu'on veut, notre seul but est super noble, on veut juste que la personne qui a tué sa fille paye pour ce qu'il a fait, et qu'on ne se contente pas de se dire que juste elle est morte et qu'il reste on doit quand même avoir une justice dans ce pays. Et la fin est folle. Vous devez voir ce film, c'est mon film préféré. Et si vous appréciez la manière dont je parle du cinéma et que vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas vraiment un pote. Parce que vous devez voir ce film, il est fou. Et ça va couper. Ça va couper. Du coup, on coupe. Hop, voilà. Du coup, dernière partie, j'ai fini. Darkest Hour est vraiment un film fou. Darkest Hour est le film que j'ai préféré voir cette année. On arrive à la fin de ce top, de cette vidéo du top 10 des meilleurs films. Le flop 10 va arriver relativement vite. Je vais monter cette vidéo, je vais la sortir. Et après, je verrai si je veux faire des modifications sur la suite. Mais voilà, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que le format vous plaît. Je sais que c'est un format qu'on voit partout, mais j'ai fini ma session. J'avais envie de faire une vidéo parce que ça me manquait de faire une vidéo. Du coup, c'est mon top 10. Vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire quels sont les films que j'ai pas mis dans mon top 10 et que j'aurais peut-être pu mettre. Mais voilà, on se retrouve pour le flop 10 très bientôt. Et surtout, allez voir des films. Allez voir La Mule si vous ne l'avez pas vu. Enfin, ça sort bientôt. Du coup, allez au ciné. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et aimez-vous.